20 avril 2010, il est 21h49 dans le golfe du Mexique. À 80 km des côtes de la Louisiane, sur la plateforme Deepwater Horizon, la journée touche à sa fin. À bord, 126 personnes, ingénieurs, foreurs, techniciens, tous travaillent pour BP, Transocéan ou Halliburton. Le projet a du retard, le ton est tendu, mais rien ne laisse présager ce qui va suivre. À 21h49, une alarme. Une colonne de gaz et de pétrole s'échappe du puits, remonte à toute vitesse dans les tuyaux, la pression est incontrôlable. Puis, c'est l'explosion. Un souffle de feu traverse la plateforme, tout s'embrase. Les appels de détresse sont lancés, les secours arriveront mais trop tard, pour 11 personnes. La plateforme brûle pendant 36 heures avant de sombrer au fond de l'océan. L'explosion n'est que le début du cauchemar. Pour comprendre ce désastre, il faut savoir comment fonctionne une plateforme pétrolière. Une plateforme pétrolière comme Deepwater Horizon fonctionne avec un système complexe de forage sous pression. On perce le sol marin jusqu'à atteindre un gisement de pétrole. Puis, on utilise de la boue de forage pour stabiliser le puits. Cette boue très dense maintient le pétrole et le gaz sous pression et empêche les remontées incontrôlées. Et pour sceller temporairement un puits, comme c'était le cas le 20 avril, on doit remplacer une partie de cette boue par de l'eau de mer. Or, l'eau étant moins dense, elle offre moins de résistance à la pression du gaz et du pétrole qui remonte. Et ce jour-là, des signaux d'alerte sont nombreux. Des anomalies de pression sont enregistrées pendant les tests. En clair, la pression des tuyaux ne correspond pas à ce qu'elle devrait être si le puits était bien fermé. Un test dit négatif est censé montrer qu'il n'y a pas de fuite. On enlève la pression et on attend de voir si elle remonte, sauf que là, elle remonte anormalement. Pourtant, les responsables de BP et de Transocéan décident de continuer les opérations. Un autre phénomène inquiétant est observé, un kick. C'est une petite remontée de gaz ou de pétrole qui montre que la pression est en train d'échapper au contrôle. Et enfin, des brouillards de gaz sont signalés près des bouches d'aération. Des employés commencent à sentir une odeur étrange. À ce stade, plusieurs techniciens expriment déjà leurs doutes. Mais le climat de travail est tendu, le projet a du retard, et chaque jour coûte environ $1 million à BP. Alors malgré les incertitudes, les opérations se poursuivent. À 21h49, une première montée de gaz atteint la plateforme. Quelques secondes plus tard, le méthane s'échappe et explose. Une détonation. En moins de 2 minutes, le feu prend sur plusieurs étages de la structure. La pression fait exploser les tuyaux, le métal fond. À bord, 126 personnes sont présentes, c'est la panique. Certains sont blessés, d'autres se jettent à la mer pour survivre. 11 employés périssent. La majorité des survivants sont secourus dans les heures suivantes, mais la plateforme est irréparable. L'explosion détruit la plateforme, mais le véritable désastre commence sous l'eau. À 1500 mètres de profondeur, les puits sont désormais ouverts. Le pétrole jaillit librement dans l'océan. La seule barrière qui aurait pu empêcher ça, c'est le BOP, le Blowout Preventer. C'est un système massif placé sur la tête du puits, conçu pour écraser les conduites et bloquer le flux en cas d'urgence. Mais ici, le BOP n'a pas fonctionné. Pire, l'enquête montrera qu'il était défectueux depuis longtemps. Une batterie manquante, une vanne mal positionnée, un système hydraulique trop faible. Le pétrole commence à se répandre. En surface, les gardes-côtes et les autorités réalisent vite que l'ampleur du désastre dépasse tout ce qu'ils ont connu jusqu'à là. Durant 87 jours, les équipes de BP et les autorités américaines tentent désespérément de boucher le puits. Voici les principales tentatives dans l'ordre chronologique. Le couvercle géant. Une cloche de 125 tonnes est descendue au fond pour contenir la fuite. Mais à cause du froid, les cristaux d'hydrate de méthane bloquent le système. Échec. Top kill. L'idée d'injecter des tonnes de boue lourde sous pression pour inverser le flux, mais la pression du pétrole est trop forte. Échec. Junk shot. Des morceaux de caoutchouc, des balles de golf, de plastique sont injectés pour boucher mécaniquement la fuite. Sans succès. Et enfin, en juillet, un second puits est foré à proximité pour intercepter le premier. Cette manœuvre extrêmement complexe permet enfin de sceller le puits en août 2010. Pendant ce temps, la colère monte. L'administration Obama est critiquée pour sa lenteur initiale, puis prend les commandes des opérations. Le président se rend sur place, promet que BP paiera chaque centime. Un fonds d'indemnisation de $20 milliards est imposé à la compagnie. On April 20th, an explosion ripped through BP Deepwater Horizon drilling rig, about 40 miles off the coast of Louisiana. 11 workers lost their lives. 17 others were injured. And soon, nearly a mile beneath the surface of the ocean, oil began spewing into the water. Already, this oil spill is the worst environmental disaster America has ever faced. Le forage des eaux profondes sont suspendus temporairement dans tout le pays. Dans les médias, l'image de BP est durablement touchée. Aux États-Unis, c'est une nappe de pétrole qui s'étend sur plus de 8 km. En cause, un incendie sur une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Les pompiers n'ont pas réussi à l'éteindre et l'installation a d'ailleurs coulé. 11 personnes sont portées disparues. Les États-Unis s'apprêtent donc à faire face à la pire marée noire de leur histoire. La catastrophe devient un tournant dans l'opinion publique américaine sur les forages offshore. Les enquêtes parlementaires, judiciaires et techniques désignent plusieurs fautes claires.
qu'on peut résumer en 4 responsabilités majeures. BP a fait un choix économique dangereux. Au lieu d'utiliser une méthode de scellement plus sûre consistant à poser une double barrière de sécurité, appelée liner plus bouchon, BP choisit une méthode plus rapide et moins chère, une décision qui aura un rôle direct dans la fuite. Le test de sécurité ont mal été interprétés. Le test dit négatif n'est pas concluant. La pression ne se stabilise pas comme elle devrait, mais les techniciens valident quand même le résultat, pensant que c'est normal. Il y avait un doute, mais ils ont préféré avancer. Le BOP était défectueux. Le Blowout Preventer, la dernière ligne de défense, n'a pas marché. Des audits internes avaient déjà signalé des dysfonctionnements, mais les pièces n'ont jamais été remplacées. La plateforme continuait d'opérer en l'état. La culture interne favorisait la vitesse sur la sécurité. Dans les témoignages, plusieurs employés affirment avoir ressenti une pression constante pour avancer vite. Les alertes étaient minimisées, les doutes passés sous silence. On valorisait l'efficacité, pas la prudence. La catastrophe de Deepwater Horizon est devenue un symbole, celui des dérives d'une industrie, de la course au profit et du danger quand la technique remplace la prudence. Aujourd'hui, plus de 15 ans après, les conséquences écologiques persistent encore. Et si l'on s'effora des kilomètres sous la mer, on ne sait toujours pas comment éviter que cela recommence.